Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le grand bonheur, comme le savent un certain nombre d'entre vous, d'orchestrer parfois nos rencontres dans le cadre de l'association IHEDN. Je rappelle que je suis professeur et directeur scientifique, puisque ce soir, ça s'y prête particulièrement bien, du master spécialisé en management biopharmaceutique à ESCP. Et que donc nous avons facilement peut-être 80 de nos chers petits qui vont vous écouter avec attention. Je rappelle aussi que vous êtes docteur en médecine, Eric. Vous êtes également titulaire d'un master en politique de la santé de Sciences Po. Vous avez d'abord exercé en tant que médecin. Vous avez fondé et développé une entreprise personnelle. Vous avez ensuite rejoint deux grands laboratoires, le laboratoire Jensen et puis le laboratoire Lilly, Eli Lilly. Vous êtes depuis quelques années, j'allais dire de nombreuses années, en tout cas un homme d'expérience au sein du LEM, puisque vous y êtes directeur des affaires économiques et internationales et que vous êtes, pour notre plus grand plaisir et notre plus grand honneur, senior fellow à ESCP, et que vous êtes enfin membre correspondant national de l'Académie de pharmacie. Donc, je suis sûr que vous avez d'autres titres à votre actif, mais voilà, j'ai voulu très rapidement brosser votre portrait chinois, si je puis m'exprimer ainsi. Et comme vous le savez, Eric, nous avons les oreilles grandes ouvertes pour vous écouter autour de la thématique passionnante et d'actualité de la géopolitique du médicament, avant d'interagir et de vous poser des questions qui nous brûleraient les lèvres suite à votre présentation. Mille merci d'être avec nous et puis merci par avance de vos lumières et de votre expertise. Merci beaucoup Frédéric. D'abord, à titre personnel, pour avoir l'audace de m'associer dans différentes circonstances où j'ai pu m'exprimer ici ou là sur des sujets qui vous intéressent. En tout cas, vous avez la gentillesse à chaque fois de me faire ce retour. Donc, merci très personnellement à vous. Et puis, merci à l'IHEDN de m'accueillir. Je suis très impressionné par cet auditoire. Je ne fais pas partie de votre audience, mais j'en connais toute la réputation qui m'impressionne beaucoup, et à plus d'un titre d'ailleurs, familiaux et autres dans lesquels je ne rentre pas. Donc, c'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant l'audience que vous représentez ce soir sur un sujet d'une ambition folle, géopolitique du médicament, mais quand Frédéric m'a dit qu'est-ce qui pourrait intéresser l'IHEDN en matière de médicaments, ce titre m'est apparu spontanément à l'esprit. Il m'a fait travailler une bonne partie de l'été, je vous en remercie. Et il m'a beaucoup intéressé parce qu'il m'a permis un exercice trop rare dans nos professions respectives probablement, qui est très sain à la fois pour le physique et pour le mental. C'est celui qui consiste à redresser son nez du guidon. Et ça m'a beaucoup intéressé. Vous savez, notre domaine, qui est celui de l'industrie pharmaceutique, est un domaine que l'on peut, si l'on s'en donne la peine, voir évoluer d'assez loin. Mais encore faut-il s'en donner la peine. Et donc, vous m'avez offert ce prétexte d'essayer d'inscrire l'évolution de cette industrie dans sa dimension géographique et politique, d'où le terme de géopolitique. Alors, quand on parle d'industrie pharmaceutique, j'essaie d'appuyer pour que vous ayez la diapo suivante et ça ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer une autre méthode. Non, pas davantage. Tiens, c'est assez curieux. Est-ce qu'il y aurait un système pour passer les diapos? Je regarde, Eric, si c'est moi qui ai la main, mais non, je ne crois pas. Non, non, c'est vous qui avez la main. Ah, voilà, mais ça marche. Il fallait appuyer un peu plus fort, ça. Puis, évidemment, quand on parle du médicament, de l'industrie pharmaceutique en particulier, il faut savoir d'où l'on parle et d'où l'on vient. Si l'on caractérise l'industrie pharmaceutique par la capacité à produire des médicaments à grande échelle, de manière standardisée, on peut faire remonter les débuts de l'industrie pharmaceutique à la seconde moitié du XXe siècle. Vous voyez, c'est tout à fait récent, c'est-à-dire dans les années 50 ou 60.
où se met en place une organisation sur la base de la chimie à ce moment-là, standardisée de production de médicaments, et qui vont initialement d'ailleurs produire des médicaments, c'est intéressant de le comprendre, qui s'adressent à des pathologies populeuses, qui intéressent beaucoup de monde. Les premières découvertes de médicaments, elles se font dans le diabète, par exemple, elles se font dans la psychiatrie. Le premier neuroleptique date des années 50, puis dans l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez, ce sont des médicaments qui sont à faible prix, mais qui s'adressent à des populations extrêmement importantes. On est là dans l'esprit du productivisme, de la production de masse qui se standardise, qui s'organise et qui, sur le plan géographique, n'intéresse qu'une toute petite partie du globe. C'est évidemment le monde développé, des économies développées, le monde occidental, pour parler rapidement. Et on est dans un processus qui vise à s'organiser en parallèle, évidemment, des gouvernements qui, sous la pression de la demande des populations, mettent en place des systèmes de solvabilisation de la demande, qu'on appelle des systèmes d'assurance maladie. Donc, vous voyez tout ce process qui évolue en parallèle d'une industrie qui s'organise et en même temps de systèmes d'assurance maladie qui permettent de solvabiliser la demande. Ça, c'est le monde des années 60 jusque dans les années 80. À partir des années 80, et ne prenez pas ces dates évidemment comme des limites absolument intangibles, c'est là pour nous donner un repère. Je remercie peut-être les bruits parasites, mais je crois qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez neutraliser pour employer cette expression. J'ai neutralisé Guéguen. D'accord, c'est gentil, merci. Donc voilà le décor planté à la fin, au début des années 60 et jusque dans les années 80. Et après, puisqu'on parle d'un processus de mondialisation, eh bien, il faut savoir reconnaître, en tout cas moi je l'interprète comme tel, l'importance que va jouer la régulation économique du médicament pour précipiter cette mondialisation. Je le disais, il y a une mise en tension qui est faite entre une industrie qui a soif de produire des médicaments à grande échelle et des systèmes des États qui se sont organisés en assurance maladie pour solvabiliser la demande et permettre l'accès à tous de ces médicaments. Il y a une mise en tension, évidemment, budgétaire qui s'organise et le médicament devient un objet régulé économiquement. Son prix est administré dans la plupart des pays, en tout cas c'est vrai en France, et son économie est régulée. Il y a des baisses de prix régulières, etc. Dès lors, l'industrie pharmaceutique, qui évidemment, comme tout être économique n'a de cesse que d'essayer de préserver ses marges, va avoir à réfléchir sur comment est-ce que je peux préserver ces marges dans ce nouveau monde à demande solvabilisée. Eh bien, c'est en essayant de réduire mes coûts. Et vous savez, il y a deux rails sur lesquels fonctionne notre économie. C'est le coût de l'innovation, qui est fondamental pour nous. S'il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'industrie pharmaceutique, et les coûts de la production, évidemment. Donc, pour diminuer ces coûts de recherche et développement et ses coûts de production, eh bien, le processus assez naturel qui vient à l'esprit, c'est celui de l'hégémonie, c'est celui de la fusion et des acquisitions. Et vous assistez dans les années 80, c'est un phénomène tout à fait noté et spectaculaire, à la fusion-acquisition de grands groupes pharmaceutiques qui étaient déjà grands à l'échelle nationale, parfois à l'échelle internationale, au niveau d'un même continent, mais qui là feront franchir les océans et vont fusionner en de très grands groupes. Sanofi est né de cela, GSK est né de cela, tous les grands groupes que vous connaissez aujourd'hui, Johnson & Johnson également a absorbé Janssen. Je ne vais pas les citer tous, mais voyez, c'est une façon d'appréhender la mondialisation, de recouvrir le monde, évidemment, par l'hégémonie, c'est-à-dire par la fusion-acquisition, qui, encore une fois, est faite dans deux objectifs: réduire les coûts de production en évidemment permettant de faire de la production encore plus massive et réduire les coûts de l'innovation. Alors, cette histoire, elle va acheminer jusqu'au début des années 2000, où là, l'équation s'inverse. L'équation s'inverse parce que, au fond, ces mouvements ont accouché de mastodontes pharmaceutiques, j'allais dire de monstres pharmaceutiques, mais ce serait désobligeant. J'aime beaucoup cette industrie, vous allez le reconnaître à travers ma présentation. On appelle aujourd'hui la Big Pharma, au fond, ces mastodontes, ces géants de la pharmacie qui se sont organisés et qui, au fond, couvrent tout le sujet de la production pharmaceutique, depuis non pas la recherche fondamentale, qui reste l'apanage de l'académie, mais depuis la recherche appliquée, les preuves de concept, jusqu'au développement, les essais cliniques, en passant évidemment par la production. Et voyez-vous, ces phénomènes
de gigantisme avec des centres de recherche intégrés. Moi, j'ai très bien connu, Frédéric le rappelait, l'univers de Johnson & Johnson. Vous savez, il y avait un centre de recherche intégré international qui employait 3000 personnes simplement sur le registre de la safety, c'est-à-dire des effets secondaires des médicaments. Donc, vous voyez un peu le gigantisme de ces structures. Eh bien, elles vont produire les effets qu'avait d'ailleurs prédit Schumpeter dès les années 40. C'est intéressant de relire ça. Il avait prédit ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet de taille, c'est-à-dire lorsque vous grossissez, que vous devenez trop gros, vous devenez infertile. Donc c'est un peu terrible comme évolution, mais c'est un fait. Vous savez, l'innovation, on le comprend aisément, la créativité, au fond, elle naît de cerveaux qui ne sont pas très bridés, qui ne s'encombrent pas de processus de standardisation et qui savent penser out of the box, comme l'on dit, en dehors des standards. C'est exactement ce qui est arrivé au monde de la pharmacie. Et si vous regardez un indicateur qui est terriblement intéressant, qui est le nombre de nouvelles molécules qui sont enregistrées chaque année à la FDA, l'Agence d'enregistrement des médicaments américaine, parce que tout le monde, tous les médicaments nouveaux passeront un jour par là, eh bien, vous voyez que dans les années, au fond, 2000, eh bien, on commence à avoir une réduction de la production de ces nouvelles entités moléculaires qui chute à 20 par an, seulement, 20 nouvelles entités moléculaires produites par an seulement. Donc, vous voyez, il y a un véritable parallélisme entre le gigantisme et l'infertilité en innovation. Et évidemment, comme la nature a horreur du vide, d'autres entités viennent prendre la place de cette innovation qui est indispensable à l'évolution de la pharmacie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les startups. L'histoire est cohérente, puisque les grands groupes ne peuvent plus être suffisamment créatifs, eh bien, c'est dans les garages que va se produire l'innovation, le fameux mythe du garage, c'est évidemment une image, mais vous avez 2-3 professeurs tournesol, qui souvent d'ailleurs sont issus de l'univers académique, qui ont fait de la recherche fondamentale et qui se disent, tiens, on tient là une idée qui serait transformable facilement en médicament et qui crée une structure, au fond, qui va être en charge de la preuve de concept du médicament, avant évidemment de faire les essais cliniques, puis la production. Mais voyez, ce processus est déjà un processus de fragmentation, parce qu'au fond, pour la première fois de l'histoire, eh bien, on va sortir ce qu'on appelle la recherche appliquée en matière de médicaments du champ de l'industrie pharmaceutique. Ce sont les startups qui sont des entités à part, qui vont être aujourd'hui, quand vous regardez les grandes molécules, les grands médicaments qui vous sont vendus à la pharmacie, vous pouvez vous dire que 2 tiers d'entre eux, pour les nouveaux en tout cas, sont issus des startups. C'est toi qui viens de le faire. C'est un modèle qui devient aujourd'hui majoritaire et qui est un modèle, je suis désolé, là, c'est très difficile de parler avec donc, ce modèle d'innovation est un modèle qui devient fragmenté avec des startups qui vont travailler à côté, évidemment, des big pharma. Et il faut comprendre que ce processus arrive à peu près dans les années 2010. Et voyez que c'est une autre façon de recouvrir le monde. Donc, on est toujours dans un processus de mondialisation, mais cette fois-ci fragmenté, parce que vous avez des startups partout dans le monde, évidemment. Vous en avez d'abord aux États-Unis, sur la côte ouest, Silicon Valley. Vous en avez aussi sur la côte est, à Boston. Vous en avez aussi, et j'en reparlerai beaucoup, en Chine aujourd'hui, et vous en avez bien sûr en Europe. Et puis, le deuxième rail de l'industrie pharmaceutique, qui est la production, va faire également l'objet d'une fragmentation importante. J'y reviendrai beaucoup plus en détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la mondialisation heureuse, rappelez-vous, les années 2000, le monde se rétrécit et on pense qu'il est très facile de passer d'un endroit du globe à l'autre. On ne s'encombre pas à ce moment-là de considérants autour de l'écologie, bien sûr, et du bilan carbone. Et évidemment, il vient à l'esprit des industriels du médicament qu'une manière intelligente de réduire leurs coûts de production serait de fragmenter la chaîne de production en autant de petites étapes qu'il est possible d'aller chercher le moins-disant en termes de coûts partout dans le monde. Et après tout, la réconciliation de ces morceaux de médicaments en construction, en production, eh bien, on les fera à travers des transports qui ne coûtent pas cher à l'époque et encore une fois, on se fiche à ce moment-là de leur impact sur le bilan carbone. Donc, il m'a intéressé de partager avec vous cette analyse de la mondialisation qui décidément est un terme beaucoup trop générique pour caractériser notre industrie, l'évolution de notre industrie. Et au fond, quand on réfléchit à ce qui s'est passé, et pardonnez-moi de le faire trop rapidement ici, eh bien, on isole bien ces deux temps qui sont structurellement très différents, le temps de l'hégémonie
et le temps de la fragmentation. Et cette visibilité-là, elle est intéressante à partager parce qu'elle va nous aider à comprendre ce sur quoi je voudrais ensuite développer mon propos, qui sont 3 défis géopolitiques auxquels s'affronte aujourd'hui le monde de l'industrie du médicament. Il y en a probablement d'autres. C'est, de mon point de vue, en tout cas, ceux qui m'apparaissent aujourd'hui les plus structurants, les plus importants. Le premier, c'est le thème de la relocalisation. Je suis sûr que ce n'est pas un mot nouveau pour vous, évidemment, tant il a été rebattu depuis la crise du Covid. Et il va falloir pour cette industrie apprendre à relocaliser, mais sans démondialiser. Vous avez, je pense, compris de mon premier propos toute la dynamique intéressante en termes de production, d'innovation que cette industrie a pu tirer d'une démarche globalisante, d'une démarche de mondialisation. Donc, relocaliser sans démondialiser, ce sera notre premier défi. Le deuxième défi, et il est très important pour moi, et je le trouve aujourd'hui peut-être sous-traité, c'est celui de l'universalisation de la demande. C'est un fait extrêmement frappant de considérer qu'aujourd'hui, et on l'a vu de telle manière, au moment de la crise Covid, la demande de médicaments nouveaux, d'innovation thérapeutique, elle est mondiale aujourd'hui. On ne peut pas, nous, industrie pharmaceutique, produire de l'innovation en n'intéressant qu'un quart du monde, en éclairant qu'une partie du globe, en laissant tous les autres dans l'obscurité, ça n'est plus possible. Donc, un des grands défis, c'est comment est-ce qu'on va répondre à cette universalisation de la demande. Et enfin, troisième défi, je vous montrerai des cartes qui sont assez parlantes et vous verrez à quel point aujourd'hui, l'innovation, les essais cliniques et même quelque part le modèle économique se déplace de l'ouest vers l'est et vers une bipolarité, en tout cas, combien de temps durera-t-elle, je n'en sais rien, mais qui va s'installer durablement entre d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'Asie, et de manière très égocentrée, il sera intéressant de nous interroger sur la place, évidemment, de l'Europe au milieu de ces deux blocs. Alors, premier défi, relocaliser sans démondialiser. En quels termes se pose ce défi? Bon, je vous le disais, la pandémie du Covid a fait parler pour la première fois en matière de médicaments du thème de la souveraineté pharmaceutique, comme d'un enjeu stratégique majeur. Vous qui êtes auditeur de l'IHEDN, ça ne peut pas vous avoir échappé. Et pour autant, cette pandémie de Covid, comme sur beaucoup d'autres sujets, elle n'a pas généré la problématique, elle l'a révélée simplement, elle l'a révélée aux yeux du plus grand nombre. Et je crois que cette problématique, elle se résume très bien en 3 chiffres, et vous allez tout de suite comprendre où nous sommes. Aujourd'hui, si l'on parle du point de vue de l'Europe, 80% des principes actifs de nos médicaments consommés en Europe proviennent de l'Inde ou de la Chine. Et c'était il y a, même au début des années 2000, 20%. Vous voyez, le Pareto s'est inversé. 40% des produits finis consommés en Europe sont importés. Et la France, pour parler de notre pays dans ce continent européen, la France, qui était, tenez-vous bien, le premier producteur de médicaments en Europe en 2010, qu'il avait été pendant de nombreuses années, en quelques années, 2010, quelques années, est devenu aujourd'hui le 4e. Voilà pour vous décrire l'ampleur des dégâts en termes de perte de souveraineté, ce qui signifie évidemment la dépendance à l'égard d'autres pays et principalement, vous l'avez deviné, l'Inde et la Chine. Alors intéressons-nous aux causes de cette perte de souveraineté. Elles sont assez évidentes à reconnaître aujourd'hui. 2 sont voulues, ont été voulues consciemment par l'industrie pharmaceutique, je les ai déjà évoquées, et la troisième a été complètement subie, évidemment. Les 2 premières, c'est ce qui s'est passé quand je parlais de la fragmentation de la chaîne de production, lorsque dans les années 2000, pour réduire leurs coûts de production, prenant acte d'un phénomène qui nous dépassait tous, qui était ce phénomène de mondialisation d'une manière générale, avec Internet, avec même cet état d'esprit global qui se mondialisait dans la tête de nos élites, eh bien, il paraissait naturel d'imaginer réduire les coûts de production en segmentant la chaîne de production. Ça, c'est la fragmentation dont je parlais tout à l'heure, et également en poussant le raisonnement jusqu'au niveau des principes actifs, en se disant, après tout, pourquoi avoir plusieurs sources de principes actifs dans le monde? Un seul fabricant de principes actifs situé en Chine, parce que ses coûts seront probablement moins 10 ans par rapport à l'offre mondiale, nous suffira largement. Et plus nous serons nombreux d'ailleurs à venir s'y abreuver, et meilleurs seront les coûts négociés. Voilà l'état d'esprit qui prévalait au début des années 2000 et qui a
abouti à cette fragmentation de la chaîne de production, tout à fait conscientisée, tout à fait voulue, mais ce faisant, on a fait le lit évidemment de la dépendance que nous constatons aujourd'hui. Et le troisième phénomène, lui, il a été complètement subi, et ça n'est pas faute d'avoir alerté bien avant le Covid sur ce qui se préparait, mais il tient des conséquences de l'hyper-régulation des prix et aussi, il faut dire, du coût, et je ne dis pas ça pour les regretter, au contraire, il faut s'en féliciter, mais ça a un coût économique des normes environnementales qui se sont imposées dans les années 2010. Hein. Euh, Certains d'entre vous connaissent bien notre secteur, d'autres probablement beaucoup moins bien, mais c'est un secteur qui est régulé, je l'expliquais au départ, et c'est un principe citoyen tout à fait naturel quand on veut que les médicaments soient pris en charge par la sécurité sociale, mais on peut parler depuis vraiment les années 2010 d'hyper-régulation du secteur. En gros, l'industrie pharmaceutique est devenue, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le constater parce que les chiffres sont là, la variable d'ajustement budgétaire des comptes de l'assurance maladie d'une manière générale. Pourquoi? Parce que provoquer des baisses de prix, c'est quelque chose qui est actionnable très rapidement dans le système, c'est quelque chose qui ne va pas déclencher des manifestations dans la rue, vous l'imaginez bien, et au fond, ça a servi de manne budgétaire dans tous les projets de loi de finances de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. C'est d'une évidence rare. Vous savez, le coût du médicament pour l'assurance maladie dans l'ensemble des dépenses, c'est 15%, et la contribution du secteur aux économies, c'est 54%. Vous voyez, ces deux chiffres vous racontent ce que je suis en train de vous dire. Mais tout cela a eu des conséquences, on pourrait tout à fait l'admettre politiquement d'ailleurs, mais ça a eu des conséquences très délétères en termes d'industrialisation, en particulier pour notre pays. Vous savez, 80% des molécules que nous produisons en France sont des molécules anciennes. Ce sont des molécules qui sont à 8 ans de leur AMM, de leur date d'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que dans 2 ans, elles seront génériquées. Hein, vous imaginez ce que ça veut dire. Elles subiront la concurrence de génériques beaucoup moins chères et c'est la fin, en gros, de leur existence économique. Donc, vous voyez, nous sommes un pays qui produisons beaucoup de médicaments, mais beaucoup de médicaments anciens. Or, la régulation économique des prix du médicament, elle s'opère évidemment davantage sur les médicaments matures et c'est normal. Les médicaments nouveaux sont récompensés par des prix élevés, parfois même très élevés, certains les jugent trop élevés, mais après, ces prix vont s'éroder et le poids de la régulation est essentiellement porté par les médicaments matures. Et donc, la France s'est avérée être un pays particulièrement vulnérable de ce point de vue-là. Et sous le fait de la régulation, le prix de vente des médicaments matures est devenu dangereusement proche de leur prix de revient, et parfois même jusqu'à faire prendre à certains industriels la décision malheureuse de délocaliser, c'est-à-dire d'aller faire produire les médicaments ailleurs parce que l'équation n'était plus rentable. Alors, pour conclure cette première partie, ce premier défi, simplement quelques pistes de solution, ou plutôt quelques pistes de raisonnement. Vous savez, s'il s'agit de réfléchir à comment relocaliser sans démondialiser, mon titre était facile, c'est évidemment une question extraordinairement complexe. Et moi, je crois très fortement qu'on ne peut aborder les questions très complexes que de manière très simple. En tout cas, en se posant d'abord une grille de questions très simple. C'est juste ce que j'ai essayé de faire ici. La première question à se poser quand il s'agirait de vouloir relocaliser la production de médicaments, c'est dans quel espace géopolitique? Quel est l'espace géopolitique pertinent? Il vient immédiatement à l'esprit de chacun d'entre nous de conclure que ça ne peut pas être l'échelle des pays. Vous n'imaginez pas que la France va se dire « je vais être complètement autonome en termes de production de tous mes médicaments », comme se dirait l'Italie, comme se dirait la Suisse, etc. Ça n'est pas pensable. Donc, quel est le bon espace géopolitique pour organiser cette relocalisation? Moi, je crois qu'il doit répondre à 2 critères. D'abord, il faut qu'il ait la taille d'un marché, parce qu'il s'agira de trouver un modèle économique derrière, premier critère. Et deuxième critère, il faut que les pays qu'il compose soient suffisamment solidaires dans leurs projets politiques, parce qu'on le voit bien, c'est quand ça tangue, quand il y a une pandémie, ou quand il y a peut-être un conflit mondial, que le médicament risque d'être l'otage de ce conflit et que des enjeux de stratégie à ce moment-là, de survie sont en jeu. Donc, il faut un même projet politique, une solidarité politique et évidemment la taille d'un marché. Si on parle du continent européen, c'est évidemment l'Union européenne qui offrirait, pour être le terrain pertinent de la relocalisation, l'espace adéquat. La deuxième question, c'est celle du périmètre.
Alors, faut-il relocaliser tous les médicaments de la pharmacopée? Sûrement pas. Il existe un concept périmétrique des médicaments qui a été introduit dans la loi en 2016, qui est celui des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, MITM. Et il était important pour la France de se dire, au fond, c'est quoi véritablement les médicaments essentiels? Vous savez, on raisonnait de cela à partir des problématiques qui sont réelles d'approvisionnement. Ce concept est trop large. Il y a en France plusieurs milliers de médicaments qui ont été qualifiés de MITM. Donc, au LEM, nous, on a initié une réflexion qui a abouti à l'idée de médicaments d'intérêt sanitaire stratégique. En plus, c'est joli, ça fait MIS, mais vous voyez qu'on introduit là deux idées, deux critères qui sont l'intérêt sanitaire, évidemment, mais aussi l'intérêt stratégique. Et ces deux notions mériteraient d'être croisées et on aboutirait probablement à un périmètre peut-être de l'ordre de la centaine maximum de médicaments qui seraient considérés sous cette égide comme devant être à tout prix relocalisés en termes de production sur le continent, sur le terrain de l'Union européenne. Il y a un rapport de Dominique Georgi que je vous invite à regarder aussi, qui donne un éclairage, je trouve, assez intéressant sur la criticité des médicaments. Et il donne deux critères, celui de l'indispensabilité et celui de leur caractère irremplaçable. C'est aussi deux notions extraordinairement intéressantes à regarder. La troisième question qui se pose dans cette réflexion, c'est celle du degré. Jusqu'où voulons-nous relocaliser les médicaments? Est-ce qu'il faut relocaliser toute la chaîne de production? Tout ça est extrêmement complexe et éclaté à travers le monde, vous l'avez compris, ou bon, on peut le décider, c'est très ambitieux, mais il nous faudra plusieurs dizaines d'années pour y parvenir, ou faut-il prioriser? Moi, je penche plutôt, évidemment, pour cette approche plus raisonnable, et s'il s'agit de prioriser, nul doute qu'il faut privilégier d'abord les principes actifs. Il y a une très belle expérience que je vous engage à regarder, c'est plus qu'une expérience, c'est une action qui a été mise en place par le groupe Sanofi qui s'appelle EuroAPI et qui, à partir de 6 sites industriels en Europe, constitue ou se propose de constituer un portefeuille de 200 principes actifs médicamenteux qui seront distribués ensuite à travers plus de 80 pays. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui sont immédiatement, des choses qui sont immédiatement faisables. Alors, si on priorise, évidemment, il va falloir qu'à côté, on consolide ce qui existe déjà. Et je vous disais, le caractère mondial de cette industrie qui ne doit pas être rejeté en bloc. Par contre, on peut tout à fait, sur les autres champs qui ne sont pas totalement et intégralement rapatriés, imaginer une consolidation des réseaux de partenariat avec des pays plus fiables, avec des pays avec lesquels on risque d'être moins en conflit, et des alternatives que l'on pourrait mettre en place de doublonnage, de constitution de stocks stratégiques, de diversification des sources d'approvisionnement, quoi qu'il en soit. Enfin, dernière question qui est pour moi fondamentale, si on ne la résout pas, les trois premières ne servent à rien, c'est celle du cadre économique, évidemment. Et là, je pense qu'il y a deux modèles qui se dégagent et qu'il serait intéressant de creuser. Évidemment, le premier modèle qui vient à l'esprit, c'est le modèle protégé. C'est celui qui consiste à dire, eh bien, au fond, si l'on s'interroge sur les causes de la délocalisation, c'est parce que nos coûts de production étaient trop élevés, c'est une donnée dans l'équation, on va donc se mettre à produire sur le territoire européen des médicaments protégés, une petite centaine, ceux qui sont vraiment indispensables et irremplaçables, mais il faut admettre qu'ils auront un coût élevé de production parce que nous avons des normes environnementales coûteuses, etc. Et ils auront donc un prix élevé. Mais si on dit ça dans un monde de compétition internationale, il va falloir de facto aussi que l'on accepte de poser des barrières douanières autour de cet espace européen. Alors ça, c'est intéressant et relativement facile à concevoir. Les barrières, d'ailleurs, elles peuvent être normatives, elles peuvent être tarifaires, on peut varier les plaisirs de ce côté-là, mais ça induit immédiatement deux risques dont il est intéressant de prendre conscience. D'abord, le principe de réciprocité. Tous ceux qui se hasardent à mettre des murs, à faire pousser des murs, à mettre des barrières, s'exposent au risque, évidemment, que leurs compétiteurs internationaux fassent la même chose à leur égard. Et puis, la deuxième chose qui peut être très gênante en la matière, et voire même contre-productive par rapport à l'objectif que nous poursuivons, c'est que ce faisant, on crée un monopole nous-mêmes. Et on s'expose en cas de défaillance de nos propres capacités de production, qui peuvent toujours arriver, un accident industriel, etc. Qui va venir nous aider du monde de l'extérieur dont on a voulu se protéger? Donc, il existe un autre modèle sur lequel j'essaie de réfléchir un peu et au fond, auquel je ne croyais pas trop au départ et qui me semble aujourd'hui probablement le modèle à privilégier, qui est le modèle de la compétition.
acceptons de rentrer dans la compétition. Et si on accepte ça, évidemment, le premier défi, c'est est-on capable de produire des médicaments indispensables sur le territoire européen à bas coût, à coût compétitif par rapport aux risques, évidemment, de compétiteurs qui sont plutôt situés du côté de l'Asie. Moi, je pense que oui. Je pense que oui pour 3 raisons sur lesquelles il faut travailler. D'abord, on a des marges d'action pour réduire le coût de production de nos médicaments. Et ces marges d'action, c'est la fiscalité. Vous savez que le médicament, je parle là de la France, français, c'est-à-dire produit en France, évidemment, il peut être produit par des entreprises internationales, c'est le médicament le plus fiscalisé dans le monde. Il fait l'objet de 57% de taux de prélèvement. Ça vous donne l'idée des marges sur lesquelles on pourrait agir, et ça, c'est évidemment dans les mains de l'État. Il y a 6 taxes sectorielles, 6 taxes spécifiques qui pèsent sur le médicament en France. Là aussi, nous avons le record du monde. Donc, des marges de manœuvre pour réduire nos coûts de production en agissant, et c'est dans la main des gouvernements, sur la fiscalité. Autre marge de manœuvre, l'innovation. L'innovation ne doit pas uniquement intéresser la production ou la mise au monde de nouveaux médicaments, mais elle peut porter aussi sur l'outil de production. On doit pouvoir innover pour diminuer les coûts de production de nos médicaments, et ça, c'est quelque chose qui est déjà en marche. Et vous avez aujourd'hui, vous avez entendu parler du projet Séquence, de rapatriement de la production du paracétamol en France, à travers une usine qu'on a réhabilitée, mais qui est flambant neuve aujourd'hui, qui est du côté de Lyon. Eh bien, pour le même coût, on diminue d'un facteur 5 à 10 le bilan carbone. Vous voyez, donc l'efficience, travailler sur l'efficience de la chaîne de production est un élément important. Et puis enfin, dernier sujet, le gap de compétitivité, quand on observe les choses de près, entre le continent européen et le continent asiatique, et je pense à l'Inde en particulier, qui est un gros compétiteur, est en train de se réduire. Donc ça, c'est une bonne affaire pour nous, et il se réduit pour 2 raisons essentielles. D'abord, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, le continent indien, et c'est vrai aussi de la Chine, eh bien, sont en train d'introduire des normes environnementales drastiques dans la production du médicament. Donc, ce monde-là va changer rapidement parce que, tout simplement, s'ils veulent évidemment internationaliser leur offre, ils sont obligés de se mettre aux normes internationales, et donc vous verrez ces coûts mécaniquement augmenter. Et puis, pour une autre raison qui est plus conjoncturelle cette fois, c'est que les coûts de shipping, les coûts de transport, par bateau singulièrement, mais c'est vrai aussi par avion, depuis le continent indien en particulier, le sous-continent indien, sont devenus prohibitifs. Donc, vous voyez, on peut être tout à fait sur un modèle économique de compétition sur ce sujet essentiel, évidemment, qui est celui de la souveraineté pharmaceutique, en l'occurrence du continent européen. Deuxième défi, et je vous disais l'importance qu'il a à mes yeux, répondre à l'universalisation de la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande de médicaments aujourd'hui, elle est formulée par tous les citoyens du monde, pour 3 raisons essentielles. La première, c'est peut-être la plus importante parce que c'est la plus profonde. C'est une raison quasi philosophique ou éthique, et je suis heureux de rappeler chaque fois que c'est Axel Kahn, regretté Axel Kahn, que vous connaissez tous, qui a été le premier à la porter en France. C'est cette idée que le médicament est un droit de l'homme. Alors moi, la première fois que je l'ai entendu dire ça, j'avais le plaisir de débattre avec lui de ces questions. À ce moment-là, j'avoue que j'ai fait un pas en arrière. Hein, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Et effectivement, la santé est un droit de l'homme. Quand on le dit comme ça, personne n'hésite. D'ailleurs, c'est écrit dans les textes de la Charte internationale et de l'OMS. Mais si l'on considère que le médicament est peut-être le vecteur le plus important de la santé aujourd'hui, c'était se laver les mains à la fin au début du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est le médicament. Eh bien, le médicament, on est obligé de le reconnaître, est un droit de l'homme par destination. Et vous savez, il y a 2 notions qui fondent, d'un point de vue juridique, le fait d'être un droit de l'homme. C'est le caractère universel que vous retrouvez là, et c'est le caractère inaliénable. Donc oui, moi je crois que par sa dimension philosophique, le médicament est un droit de l'homme et qu'à ce titre-là, il doit être disponible pour tous les citoyens du monde. La deuxième réalité qui s'impose à nous est celle de l'information. Nous vivons depuis longtemps maintenant, mais nous ne sommes pas tous nés avec, sous l'empire de l'Internet, c'est-à-dire de cette communication globale instantanée qui fait que plus aucune entreprise du médicament aujourd'hui ne peut produire une innovation thérapeutique intéressante sans que immédiatement le monde entier en soit au courant et très légitimement la veuille pour ses citoyens.
Et puis la troisième idée, très importante, et on a vu qu'elle allait être croissante dans les années à venir, c'est la globalisation des pathologies. Alors quand on parle de maladies transmissibles, ça paraît une évidence, puisque aujourd'hui il n'y a plus de frontières, les gens voyagent. On a vu avec quelles difficultés on avait du mal à contenir l'épidémie de Covid, et que cette épidémie est devenue très vite une pandémie, c'est-à-dire s'est développée à l'échelle mondiale. Mais c'est vrai aussi des maladies non transmissibles. Pourquoi? Parce que ce qui traverse les frontières dans les maladies non transmissibles n'est pas évidemment les maladies elles-mêmes, mais ce sont les modes de vie. Et quand nos modes de vie s'expatrient, quand les McDo se mettent partout, eh bien, le diabète se met partout, l'hypertension artérielle se met partout, et donc on a affaire à une globalisation des pathologies. Donc, vous voyez, 3 bonnes raisons qu'il faut qu'aujourd'hui, l'universalisation de la demande est un fait dont l'industrie pharmaceutique doit tenir compte. Il y a un témoin de cela, qui est un dark témoin, pour parler comme la culture Internet, vraiment un témoin noir de cette affaire. C'est la contrefaçon de médicaments qui intéresse aujourd'hui 10% des médicaments qui sont vendus dans le monde. C'est énorme. C'est une manne plus rémunératrice, malheureusement, que la drogue. Et je pense que vous êtes tous déjà très intéressés, évidemment, à ce problème. Donc, c'est l'objet d'un trafic international, mondial, inadmissible, qui fait sur le seul champ, parce que c'est là où il a été évalué, du paludisme et de la tuberculose, 700 000 morts par an. On en connaît les sources, vous les voyez dessinées ici sur cette carte. Évidemment, la Chine, évidemment l'Inde, l'Asie du Sud-Est d'une manière générale, mais si l'on s'intéresse au phénomène de produits dopants et des compléments alimentaires suspicieux, il y aurait aussi les États-Unis. Il y a en Afrique plus particulièrement le Nigeria, vous en connaissez les routes. J'utilise ici la contrefaçon, qui est un phénomène géopolitique, évidemment, pour illustrer cette demande universelle de médicaments et qui malheureusement ne peut pas être aujourd'hui adressée tout à fait par l'industrie pharmaceutique dans toutes ses dimensions. Et dans ce gouffre est venue évidemment s'introduire une mafia internationale qui vit de manière très rémunératrice de la contrefaçon des médicaments. Alors, là encore, quelques pistes de réflexion ou quelques pistes même de solutions. Si l'on veut réellement répondre à l'universalisation de la demande du point de vue de l'industrie pharmaceutique, il faut commencer par mettre en place une politique économique de prix adaptée au pouvoir d'achat des pays qui ont besoin de nos médicaments. Et ça, moi, je me réjouis que cette politique-là, on ne le dit pas assez, eh bien, elle a été mise très largement en place par l'industrie pharmaceutique depuis. Alors, c'est un accouchement qui a eu lieu dans la douleur, et je veux bien le déplorer avec vous. On se rappelle cette période difficile de l'arrivée des premiers traitements dans le cadre du VIH, du sida, qui étaient vendus à des prix qui étaient accessibles aux pays développés, mais inaccessibles aux pays à faible pouvoir d'achat, aux pays en développement, et de ce procès terrible qui a eu lieu à Pretoria autour de la défense des brevets, mais qui passait à côté du véritable objet politique. Et je puis vous dire que depuis, cette industrie que je connais bien a largement réfléchi à ce sujet qui était évidemment insupportable, en mettant en place une politique de prix différenciée, c'est-à-dire le prix de mes médicaments n'est pas le même selon que je le vends à Boston, à Paris ou évidemment à Pretoria ou dans les pays développés d'une manière générale. Et vous avez vu à quel point cette politique a été appliquée de manière extrêmement rigoureuse s'agissant des vaccins de la Covid, où une bonne partie d'ailleurs des vaccins a été vendue pour les pays en développement à prix coûtant et pas seulement à prix adapté. Alors on pourrait imaginer aller plus loin et organiser une économie de cette manière-là, c'est-à-dire au fond clusteriser le monde en zones à pouvoir d'achat équivalent, au sein desquelles on aurait un libre-échange, évidemment, puisque là, on serait sur des prix tout à fait équivalents. Si on fait ça, et c'est une perspective qui est tout à fait pensable, c'est d'abord évidemment compliqué de le faire à l'échelle mondiale, il faut se préoccuper de l'interaction entre les clusters, parce que vous imaginez bien qu'il y a des risques d'exportation parallèles qui vont être majeurs, donc il faut monter aussi, là encore, des barrières de protection entre ces clusters, c'est évidemment pas facile. La deuxième piste qui est absolument importante, et toutes ces pistes évidemment s'additionnent les unes aux autres, c'est l'adaptation des capacités de production. Et alors là, je dois reconnaître que notre industrie a découvert cet enjeu.
au moment de la crise du Covid. Au fond, c'est probablement la première fois dans l'histoire où on était confronté au défi qui consistait à devoir apporter un même médicament, en l'occurrence un vaccin de la Covid, à 4 milliards d'individus en même temps, ou en tout cas dans un temps évidemment restreint, dans une même unité de temps. C'est un défi formidable. En l'occurrence, sur la Covid, vous imaginez bien que vous aviez 4 laboratoires qui étaient à l'origine de la production de ces médicaments. 2 d'entre eux étaient des start-up, 2 étaient des multinationales, et il leur était impossible, évidemment, de pourvoir à l'approvisionnement du monde entier, c'est-à-dire en gros sur les 7 milliards, de 4 milliards d'individus, encore une fois en un temps serré. Impossible. Donc la solution, c'est celle des partenariats, évidemment. Ça n'est pas celle, je pourrais y revenir dans le cadre de vos questions, si vous le souhaitez, de la licence d'office. Jamais mettre fin à des brevets de médicaments a permis de construire des usines. Notre sujet, là, il est de l'ordre de la capacité industrielle. Donc ce qu'il faut, c'est développer des partenariats entre les entreprises qui savent et les entreprises qui peuvent. Hein. Et je me réjouis de voir que notre industrie a été capable, dans la période Covid, eh bien, de bâtir plus de 300 accords de collaboration entre les 4, la bande des 4 qui étaient capables de produire des médicaments, des vaccins anti-Covid, et des laboratoires qui possédaient des usines de par le monde qu'on pouvait facilement convertir, adapter, parce que ça, ce n'est pas une mince affaire. On ne se convertit pas très facilement quand on est une usine de générique en usine capable de fabriquer des vaccins. Donc, vous voyez, il y a cette adaptabilité qui est nécessaire, mais le fait est que plus de 300 accords de partenariat ont été conclus et de transfert de technologie, donc c'est des accords de licence et de transfert de technologie pour aboutir à une capacité de production mondiale de 24 milliards de doses, excusez du peu, en juin 2022. Donc aujourd'hui, vous le savez, on est en surproduction d'ailleurs, hein, ce qui pose d'autres questions. Il y a d'ailleurs une structure qui existe depuis 2010 et qui a été créée par Unitaid, donc j'en parle véritablement de manière extérieure, que je trouve extraordinairement inspirante pour ce défi, qui est le Medicine Patent Pool, qui est au fond un carrefour qui a été organisé, qui permet de se faire rencontrer les entreprises qui mettent au monde des innovations thérapeutiques qui peuvent intéresser potentiellement le monde, ou plus largement, autour de leur propre pays, et ceux qui ont les usines qui seraient capables de les produire. Ce système existe, il faudrait probablement le développer. En tout cas, c'est de mon point de vue un très bon modèle. Et puis évidemment, il faut se préoccuper, avec cette même idée d'augmenter les capacités de production de la planète, d'industrialiser les pays en développement pour avoir à notre disposition une armada d'usines qui pourraient être adaptables en cas de prochaine pandémie ou de prochains problèmes sanitaires mondiaux qui seraient définis comme tels par l'OMS. Enfin, cette troisième piste de solution est dans la main des États. Ça n'est pas l'industrie pharmaceutique là, mais on peut aider. Il n'y aura pas d'universalisation de la demande à laquelle nous pourrons répondre sans déployer mondialement, dans un maximum de pays en tout cas, une couverture médicale universelle, c'est-à-dire un système d'assurance maladie. Il y a différents modèles qui existent et vous savez que beaucoup de pays aujourd'hui sont en voie de l'acquérir. En général, les pays qui sont en transition épidémiologique, c'est-à-dire qui commencent à faire face à ces fléaux de pathologies chroniques que je décrivais tout à l'heure, se préoccupent effectivement d'acquérir ces systèmes de maladies universelles, mais ce serait la meilleure réponse à apporter à la contrefaçon de médicaments, évidemment. Je voudrais conclure mon propos, pardonnez-moi d'être peut-être un peu long, vous me le direz, sur ce dernier sujet, ce dernier défi qui n'est pas le plus mince, qui est celui de la répartition, au fond, des forces à travers le monde, que j'ai qualifié ici de bipolarité entre l'US et l'Asie, qui pose la question singulière, évidemment, de la place de l'Europe. 2 cartes, 2 graphes, pour illustrer mieux qu'un long discours mon propos quand je vous parlais effectivement d'un shift, d'une réorientation de l'histoire du médicament de l'ouest vers l'est. Regardez d'abord à gauche ce qui se passe sur le champ des essais cliniques. Vous avez là la répartition mondiale des essais cliniques de toutes les phases, des phases 1 à 4, donc les essais les moins élaborés, aux plus élaborés si vous voulez, leur répartition dans le monde. Alors, quand vous faites la somme de tous ces pourcentages, ça fait plus de 100% parce que les essais cliniques sont menés à la fois, évidemment, dans plusieurs continents et dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, le pays le plus grand pourvoyeur d'essais cliniques, c'est évidemment les États-Unis, 53%, vous le voyez ici, mais versus 57% l'année dernière. Donc l'évolution va vers la décroissance. Et le second est déjà l'Asie.
l'Asie avec 39% des parts de marché, si j'ose dire, des essais cliniques, mais versus 35% l'année dernière. Donc, vous voyez, une dynamique en croissance. Et l'Europe est à 38% au milieu, là aussi sur une dynamique de décroissance. Donc, le marqueur des essais cliniques est très important parce qu'il nous indique l'avenir. Hein. Là, vous avez des médicaments qui sont en essais cliniques, en développement. Vous avez les médicaments de demain qui seront vendus dans les pharmacies. Donc, vous voyez cette réorientation de l'innovation qui se fait évidemment de l'ouest vers l'est. Les États-Unis resteront toujours un très grand pôle d'innovation. L'Europe apportera toujours aussi, aura toujours son mot à dire dans l'innovation. Mais vous voyez, dans les grandes masses, tout ça se déplace vers l'Asie. Et si on va un peu plus loin d'ailleurs dans la chaîne, au-delà des essais cliniques, il y a la manière dont ces startups dont je vous parlais beaucoup vont ensuite passer le bébé aux multinationales pour arriver au médicament qui sera capable d'être vendu dans les officines, ce qu'on appelle les deals. Donc ces transferts qui se font, ces accords de licence ou ces rachats, eh bien vous voyez, on en fait l'inventaire tous les ans et vous voyez que les deals aujourd'hui sont plus importants du côté asiatique qu'ils ne le sont du côté des États-Unis. Et ce shift-là, il est assez récent et c'est un vrai marqueur de transfert d'influence. Alors, je le disais, aujourd'hui, ce monde devient bipolaire, avec bien sûr les États-Unis qui vont rester un socle important de l'industrie pharmaceutique. Comment imaginer le contraire? Et avec de l'autre côté, une Asie, et pour je l'ai simplifié à la Chine toute seule même, qui va occuper une part croissante, vous le voyez. Si l'on analyse de plus près les forces en présence, on a, c'est intéressant, deux blocs qui évoluent sur des trajectoires très différentes, vous allez le voir, et avec des ambitions stratégiques très différentes. L'ambition stratégique des États-Unis aujourd'hui, du point de vue de l'industrie pharmaceutique, c'est quoi? C'est réduire l'écart de prix entre les prix européens et les prix américains. En moyenne, les prix américains sont 60% supérieurs aux prix européens. Et quand on pense à instaurer, qu'on soit pour ou contre, pour des raisons de façade, un système de solvabilisation plus élargi que celui qui existe aujourd'hui avec les fameuses HMO américaines, et il y a quand même un besoin aux États-Unis de réduire cet écart de prix. En tout cas, une demande politique qui est très forte. Et je vous ai cité là le propos de Donald Trump, mais vous avez remarqué que le président Biden le fait sien également. Alors, vous avez les États-Unis, qui est un pays quasi-continent, évidemment, 338 millions d'habitants. C'est quand même pas énorme quand on se compare aux 1,5 milliard, évidemment, de la population chinoise, mais ça reste le premier marché mondial, avec 26% des parts de marché en volume. On monte toujours des chiffres en valeur. Moi, je crois qu'il faut s'intéresser au volume. Évidemment, les médicaments américains sont beaucoup plus chers, mais ce qui nous intéresse, là, c'est de voir où est la consommation du monde. Eh bien, elle est pour 26% sur le continent américain. Ça n'est pas rien, mais c'est en décroissance, moins 1%. Et quand vous regardez les croissances, cette fois-ci en valeur, en dollars, eh bien, le marché américain est un marché qui reste très intéressant, évidemment, pour l'industrie du médicament, parce que c'est un marché en croissance relativement forte, vous le voyez. Et j'ai reproduit volontairement les chiffres sur 2017-2021, parce que les années Covid, 2020 essentiellement, faussent la donne. Donc, je voulais vraiment que vous ayez un regard assez moyenné. Vous voyez, on est aux alentours de 5-6%. Mais regardons ce qui se passe en face. En face, vous avez la Chine qui se donne comme mot d'ordre stratégique le plan Made in China 2025, passer de sous-traitant pharmaceutique à première puissance pharmaceutique de la planète. Voilà une ambition qui est fixée et vous savez mieux que moi encore que quand les Chinois se donnent une ambition stratégique, en général, ils finissent par l'obtenir. Donc là, la messe est dite. Vous avez un marché qui est déjà le deuxième marché mondial en part de marché volume avec 31% des volumes de la planète et surtout un marché en croissance parce que la demande intérieure est encore très forte. Et vous avez un marché, si on le regarde en valeur cette fois-ci, qui est un marché extrêmement dynamique. Alors il faut oublier l'année 2020 qui a fait moins 1% pour les raisons que l'on sait. Vous avez vu à quel degré la Chine était confinée, mais regardez, 3%, 6%, 14%, 16% de croissance en valeur. Alors c'est quoi les potentialités de ce marché? On les connaît, les forces de la Chine dans l'affaire. C'est d'abord son marché intérieur. 1,5 milliard d'habitants qui ne sont pas encore, et de loin, tous pourvus en médicaments et notamment en médicaments innovants. Donc il y a des marges de croissance de ce point de vue-là. C'est surtout, et ça c'est le changement de donne majeur, et il suffit d'aller en Chine pour le voir, c'est surtout un pays qui n'est définitivement plus un pays de copie, mais qui est devenu un pays d'innovation en matière pharmaceutique. J'ai regardé un indicateur qui est très intéressant, qui est le nombre de publications dans les revues internationales d'études
portant sur les thérapies géniques. Vous savez, les thérapies géniques, c'est la quintessence de l'innovation aujourd'hui dans la pharmacie, hein, la thérapie génique. Eh bien, vous avez aujourd'hui plus de Chinois, d'universitaires chinois qui publient sur les thérapies géniques que d'universitaires américains. Donc l'innovation, et vous avez une pharma valley aujourd'hui chinoise qui s'appelle Pudong, extrêmement impressionnante. Et le créneau que prend la Chine, évidemment, en matière d'innovation, il est extrêmement concurrentiel, puisque son objectif, c'est quoi? C'est de produire de l'innovation, évidemment, vous l'auriez deviné, à bas coût. Et c'est ça qui va être extrêmement disruptif dans le modèle international. Avec, en plus, et je lis ces deux affaires, une présence sur le continent africain de la Chine que je n'ai pas besoin ici de vous expliquer et qui est bien plus prégnante d'ailleurs que celle des États-Unis. La France, malheureusement, voit son influence rétrécir comme peau de chagrin. Donc, vous voyez, vous avez tous les ingrédients ici d'un marché qui va envahir le monde. En tout cas, les signes sont ici très annonciateurs. Alors, bien sûr, il y a des freins. C'est celui de la confiance, ce n'est pas négligeable en matière de pharmacie, autour de la qualité, autour de la corruption. Mais vous savez que les Chinois ont l'art de répondre de manière très efficace à cela et très rapide, y compris par des peines de mort qui ont été, vous l'avez vu, et j'allais dire proposées et exécutées surtout, en matière de corruption dans les domaines médicamenteux. Donc, c'est des choses effectivement que la Chine prend très, très au sérieux. Et puis encore un certain degré de dépendance vis-à-vis de ressources externes, je pense notamment aux talents, mais qui sont en train de se rapatrier évidemment vers la Chine. L'autre élément, et j'en arrive à ma conclusion, je vous rassure, si on pousse ce raisonnement du transfert de l'Ouest à l'Est, et là je vais peut-être un peu loin, mais je crois assez fortement à cela, alors je suis incapable d'en donner évidemment un terme chronologique, c'est qu'on peut même se demander si l'influence chinoise, avec tout ce que je viens de raconter, ne va pas être le fait générateur d'un changement du modèle économique de l'industrie pharmaceutique. Alors ça, ce serait révolutionnaire. Vous savez, le modèle économique de l'industrie pharmaceutique, c'est un modèle qui est essentiellement basé sur les prix. Aujourd'hui, les laboratoires innovants, ils produisent de l'innovation dans le domaine des cancers, de l'oncologie notamment, ou avec les thérapies géniques, qui, quand vous regardez ça de près, s'adressent à des maladies très peu populeuses, si j'ose dire, avec des populations cibles très faibles. Ce sont des cancers très spécifiques. Alors l'addition de tout ça, ça fait beaucoup de monde, mais on voit bien que le modèle économique repose sur l'idée qu'il vaut mieux développer des médicaments dans des maladies rares à prix très élevés. C'est un modèle économique drivé essentiellement par les prix. Demain, ce que nous propose la Chine, c'est d'introduire le volume dans cette équation. Et là, on voit qu'on peut basculer d'un modèle qui était drivé par les prix à un modèle qui serait essentiellement basé par les volumes. Deux exemples très concrets et qui vont vous parler immédiatement. La Chine a voulu intégrer, c'est tout à fait nouveau, dans sa pharmacopée qui était très spécifique. La pharmacopée chinoise, prise en charge par la Chine, hein, donc payée évidemment par le gouvernement, elle inclut des plantes, de la médecine chinoise, etc. Et puis, essentiellement, de vieilles molécules standards. Je dis elle inclut, je devrais dire elle incluait, parce qu'il y a quelques années, 4 ou 5 ans, la Chine s'est ouverte à l'innovation thérapeutique internationale, notamment en matière de cancérologie, d'oncologie, en faisant venir des médicaments très innovants, d'où des États-Unis, bien sûr. Donc, elle a dû se résoudre à importer. Et les mêmes médicaments vendus évidemment très cher, parce que le modèle économique est ainsi fait, et je défends avec des arguments, je pense, forts, ce modèle-là, évidemment, il a sa pertinence, eh bien, quand il s'est agi de vendre ces mêmes médicaments à la Chine, les marges de négociation des remises ont été évidemment d'une ampleur qui n'est pas du tout celle que les laboratoires sont capables de concéder à l'Europe ou aux États-Unis. Et on l'a bien vu, l'attrait des volumes, le poids des volumes dans les raisonnements économiques va devenir prépondérant. La Chine, de la même manière, est capable aujourd'hui de produire des thérapies géniques et des thérapies cellulaires à relativement bas prix. Et ça doit nous interroger parce que demain, quand le continent africain demandera, elle aussi, à bénéficier très légitimement de ces thérapies, c'est évidemment à la Chine qu'elle va s'adresser. C'est mon dernier slide de conclusion pour nous interroger sur, évidemment, la place que l'Europe peut tenir, peut revendiquer, peut espérer, peut chercher à avoir dans ce monde que je décrivais comme bipolaire. Eh bien, pour moi, je crois que j'ai essayé de décrire là, de manière très, très simple, au fond, comment il faudrait lire la carte du monde à travers tout mon propos, peut-être. Demain, le monde sera partagé entre des zones de marché,
du point de vue de l'industrie pharmaceutique, là où il y aura du potentiel, parce qu'il y aura des patients où on pourra vendre les médicaments, et je devrais mettre l'Europe, évidemment, je l'ai exclu volontairement parce que l'objet de la discussion est de discuter de sa place, mais l'Europe est une zone de marché très importante, évidemment. Des zones d'innovation, et vous avez compris dans mon propos que ça ne se situerait plus exclusivement du côté des États-Unis, mais ça se bipolarisait avec l'implication très forte de la Chine, et puis des zones de fabrication de médicaments moins chers qu'on appelle génériques. L'Inde est un grand spécialiste, le Brésil aussi. On aura sur des continents en développement des zones fortes de production de médicaments à plus bas coût. Quelle est la place de l'Europe dans cette affaire? Je me contente là encore de vous laisser sur deux interrogations, pardonnez-moi, plus que deux solutions, mais je pense qu'elles sont structurantes de nos réflexions à venir. Veut-on se laisser aller, je le formulerai comme ça, vers une Europe qui deviendrait un comptoir des ventes? C'est une pente paresseuse et il faut se méfier des pentes paresseuses, c'est celles vers lesquelles on glisse le plus naturellement, évidemment. C'est une Europe, au fond, cette Europe comptoir de vente qui regarderait passer au-dessus d'elle les balles que s'échangeraient les États-Unis et la Chine. Ce serait une Europe qui en trouverait le bénéfice dans le moins-disant. Au fond, elle ferait jouer la concurrence à son profit et elle irait, le jour où elle aura confiance, acheter ses médicaments innovants en Chine, par exemple. On peut l'imaginer. C'est une Europe qui se considérerait comme passager clandestin de l'innovation. Hein. Ça pourrait lui aller, hein, de dire je laisse les autres innover pour moi et moi je vais me contenter d'acheter cette innovation à plus bas coût. C'est un modèle. Ou bien, autre option, l'Europe modèle justement que je vous propose, c'est-à-dire au fond la prise en considération que le médicament, et vous le devinez peut-être à travers tout mon propos, demain va être bien plus qu'un bien manufacturier de consommation. Le médicament demain, c'est certes un objet commercial, d'échange, mais c'est aussi une technologie d'innovation extraordinaire, c'est aussi un objet de fiabilité, c'est aussi un objet qui doit répondre à une certaine éthique, c'est aussi un objet qui doit se soucier de son empreinte écologique, c'est aussi un objet qui doit se soucier de l'universalité de son accès. Et vous voyez, l'Europe est probablement aujourd'hui dans le monde le continent sur lesquels les 5 termes que j'ai voulu garder de cette équation, et je ne les ai pas choisis par hasard, sont les plus débattus, sont les plus organisés. Donc oui, peut-être qu'une Europe, demain, peut devenir le modèle de toutes ces dimensions dont j'ai essayé de vous parler bien maladroitement. Je m'en excuse. Merci. Merci infiniment, Eric. Vous avez généré, bien évidemment, au fur et à mesure de votre présentation, de nombreuses questions. Je vais peut-être abuser de mon privilège. Je voulais avoir, de votre point de vue d'expert, votre point de vue, évidemment, à l'aune de la pandémie, de l'orchestration européenne, de l'achat des vaccins, de la dispensation des vaccins, au sens où ça pourrait finalement être un cas d'école pour les difficultés ou au contraire les opportunités de la bataille concurrentielle que vous nous avez dressée. Oui, c'est une très bonne question, Frédéric. Il est d'usage de répondre toujours comme ça, mais je pense réellement vous appuyer une fois de plus sur évidemment le vrai sujet. Alors l'Europe du médicament, vaste sujet. En 2 mots, on a commencé à faire l'Europe du médicament il y a plus de 25 ans en créant une agence européenne du médicament. On en a beaucoup entendu parler au moment de la pandémie Covid. Donc tous les médicaments innovants aujourd'hui sont enregistrés dans un seul endroit en Europe. C'était Londres avant, maintenant c'est Amsterdam. Et ça, c'est au fond quand il s'agit d'évaluer le rapport bénéfice-risque d'un médicament pour lui donner une autorisation de mise sur le marché. Et quand on a fait ça, on a fait juste le début de l'histoire, parce qu'après, la question c'est accéder au remboursement des différents pays qui composent l'Europe et évidemment se voir attribuer un prix. La deuxième étape, qui est celle de l'accès au remboursement, qui passe par l'évaluation du médicament, elle est en train d'être franchie. Et vous savez qu'une réglementation européenne, ça y est passée dans les textes, qui est en train, en ce moment même, et je rencontrais la HAS sur ce sujet cet après-midi, qui est en train de se mettre sur les rails, dès 2025, l'évaluation du médicament sur le plan clinique, scientifique, sera faite à l'échelle européenne. Donc, une seule entité d'évaluation, qui n'aura pas un lieu physique d'ailleurs, ce sera la coopération des médicaments, mais une seule évaluation européenne. Donc, l'étape d'après, c'est le prix du médicament européen. Et là, il y a 2 systèmes qui vont s'opposer. Il y a celui auquel je pense vous faisiez allusion, c'est une Europe acheteuse du médicament,
une centrale d'achat européenne. Je vous donne tout de suite mon avis sur le sujet. Je pense que c'est une très mauvaise piste parce que c'est l'Europe du dumping. C'est l'Europe passive dont je parlais. C'est l'Europe comptoir de vente. Alors, c'est très tentant au départ parce que massifier, évidemment, les demandeurs face aux offreurs, c'est évidemment renforcer leur pouvoir de négociation et c'est avoir une capacité de négocier les prix à la baisse. Mais le médicament n'est pas un objet comme les autres. Et négocier le prix d'un médicament sur le seul critère du prix le plus bas, c'est dramatique parce que vous tuez l'offre et on a vu à quel point en matière d'approvisionnement, raréfier l'offre est absolument dramatique. Et puis parce que le médicament doit répondre à des objectifs de santé publique, des objectifs industriels, c'est un objet industriel important, des objectifs stratégiques, on vient de le dire. Donc l'autre piste de construction d'un prix du médicament européen, c'est au fond un CEPS européen, un comité économique des produits de santé au niveau européen, c'est-à-dire une instance pluridisciplinaire, plusieurs regards, je veux dire, qui négocie le prix du médicament avec les industriels sous plusieurs angles. La santé publique, l'économique, bien sûr, l'industriel, tous ces aspects-là. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, en gros, il y aura deux schémas. On n'en est pas là encore. Hein. Et je crains que la rapidité, l'urgence de la situation ne fasse bâtir d'emblée les modèles de centrales d'achat. On pourrait les admettre pour des circonstances, pour le vaccin, c'était bienvenu, évidemment, mais de mon point de vue, en tout cas, dans des situations très transitoires. Merci infiniment. Je vais vous poser une deuxième question et ensuite je laisserai tous ceux qui vous ont exprimé des questions très intéressantes et pertinentes vous les présenter directement. Vous parlez beaucoup de médicaments et c'est normal, Eric, c'est votre champ d'expertise et de spécialité première. Est-ce qu'il s'agirait aussi, lorsque vous évoquez ce qui pour moi est un peu une inquiétude, une Europe comptoir de vente, est-ce que finalement, il ne s'agit pas, en matière de médicaments et de santé de manière générale, d'un secteur, comment dirais-je, terreau fertile à d'autres types d'innovations? Vous voyez, un peu comme le secteur de l'armement, puisque nous sommes dans l'enceinte, en tout cas dans les échanges au titre de l'IHEDN, on sait bien que le secteur de la défense a permis à l'économie Internet, au web, de fleurir et de se développer. Et vous le savez mieux que quiconque en France, médicaments mis à part, les dispositifs médicaux, jusqu'à la data, la donnée patient, peuvent être aussi nourris de ça. C'est-à-dire, abandonner une de ces pistes ne signifie-t-elle pas abandonner 3 ou 4 des pistes possibles de l'innovation en santé? Alors, totalement d'accord, et vous pointez une des fautes majeures de ma présentation. J'ai parlé de médicaments, et c'est un terme qui devrait être considéré comme obsolète, évidemment. Je l'ai fait par simplicité de langage et parce que on ne peut pas tout englober quand on essaie de réfléchir à ces dimensions qui sont déjà très larges. Mais on devrait bannir ce terme au profit du terme de technologie de santé. Il est vrai que, d'ailleurs, moi, vous savez, j'aime beaucoup parler de contrat social de l'industrie pharmaceutique avec les sociétés dans lesquelles elle travaille. J'aime bien réfléchir à ces sujets-là. Et je pense que le contrat social de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis des pays dans lesquels elle travaille a singulièrement changé parce que cette industrie ne vend plus de médicaments. Cette industrie, elle se préoccupe, comme beaucoup d'autres acteurs, de la santé des populations. Et c'est ça son objectif, c'est s'emparer d'une problématique de santé et essayer de l'améliorer. Et elle le fait en alliant bien sûr du médicament, pas dire qu'elle ne s'occupe pas de médicaments, mais avec des medical devices, des dispositifs médicaux, c'est de plus en plus le cas, et surtout avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, avec le digital. Alors le digital, ça englobe les objets connectés qui permettent d'intégrer le médicament dans les parcours de soins et de favoriser d'ailleurs souvent l'efficience de ces parcours de soins. Et il y a là une source d'économie que l'on méconnaît, hein, qui est extraordinaire. Et puis l'intelligence artificielle qui bien sûr peut s'allier aux médicaments dans sa fonction d'utilisation quotidienne pour les patients, mais bien en amont, on sait que l'intelligence artificielle nous permet d'ores et déjà de modéliser les essais cliniques et de substituer un certain nombre d'essais plutôt dans les phases précliniques à des modèles plutôt qu'à des animaux, par exemple.
Et là, on a aussi un facteur de diminution des coûts sur lequel on peut compter pour l'avenir. Donc oui, pour vous répondre rapidement, il faut intégrer cette dimension, cet aspect pluridimensionnel des technologies de santé. Merci beaucoup, Éric. Sarah, si vous voulez bien poser directement votre question à Éric, puisqu'elle prolonge un peu la discussion qu'on a déjà initiée sur ce que vous appelez joliment la zone de fraternité politico-pharmaceutique. Hein. Oui, alors tout d'abord, bonsoir Eric. Ça fait un plaisir en fait de suivre votre présentation. Alors moi, je m'interrogeais justement sur qui en fait doit prendre les rênes pour justement construire une zone de fraternité politico-pharmaceutique. Est-ce que ça doit être fait à l'initiative des pays? Est-ce qu'ils doivent intervenir véritablement directement sur ces objectifs-là? Ou alors est-ce qu'ils doivent laisser un peu la mainmise à la discrétion des big pharma, d'où en fait cela constitue en fait on va dire le cœur de métier? Moi, je pense que si votre propos, et je retiens votre nom, hein, je ne sais pas si vous souhaiterez un copyright, mais je retiens votre proposition d'expression fraternité politico-pharmaceutique, tout y est. Et d'ailleurs, moi, je trouve que vous induisez la réponse à votre question dans sa terminologie. Moi, je pense que dès lors qu'il s'agit de fraternité, de politique et un peu de pharmacie, c'est l'affaire des États. Au fond, on est là sur le sujet de la souveraineté pharmaceutique, n'est-ce pas? La souveraineté pharmaceutique, ça nous parle d'enjeux stratégiques. Donc, pour moi, c'est l'affaire des États que de s'occuper de ce dont je traitais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la pharmacopée, probablement très circonscrite, réduite, dont on voudra assurer que l'on puisse en disposer de manière autonome, quel que soit l'univers conflictuel dans lequel nous nous trouvons. C'est ça l'équation. Évidemment que l'industrie pharmaceutique doit être partie prenante de ce débat parce que c'est elle qui connaît la faisabilité, la fonctionnalité, la mise en musique de cette affaire. Mais les choix de quel pays, de mon point de vue, je n'exprime que mon point de vue évidemment, de mon point de vue, c'est l'affaire et la responsabilité des États. Et vous voyez, s'agissant de l'Europe, moi je pense que d'une manière générale, mais je pense que je dis là des banalités. On sait tous que l'Europe a péché dans sa construction par le fait qu'elle est allée d'emblée sur des sujets techniques, etc., et qu'elle a manqué d'objectifs politiques. Eh bien, si demain on devait construire une Europe de la santé, le mot a été formulé par le président de la République en France lui-même, eh bien, il faudrait commencer par se donner un objectif politique. Et pour moi, il n'y a pas d'objectif politique de santé plus parlant que celui de vouloir assurer l'équité d'accès des citoyens européens aux médicaments. Voilà le sujet. Et ça, c'est un sujet éminemment politique, pour les politiques européennes, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Je me permets de vous poser une question qui sera une forme d'introduction à la question de Francine, qui est également très intéressante. Vous avez parlé en fait de la position plutôt, de la belle position de la France il y a encore finalement assez peu de temps, et puis qui s'est érodée significativement. Votre point de vue d'expert, et vous connaissez l'ensemble des facteurs, quels ont été les facteurs les plus délétères à la compétitivité et la souveraineté ou l'indépendance française? Vous savez, le drame de la France, c'est de méconnaître le marché. Et pardonnez-moi, c'est un propos très, très économiste, mais au fond, vous avez… Excusez-moi. Vous en avez encore pour… Je pense, alors, on m'interroge Oui. de la salle d'où je suis pour le timing de notre réunion. Vous nous donnez combien de temps, Frédéric? Écoutez, je vois beaucoup de remerciements et des gens passionnés par ce que vous dites. Est-ce qu'on peut encore prendre, je ne sais pas, 10 minutes? Ça vous va ou pas? Un quart d'heure, 20 minutes. Ça vous va? Moi, non, je vais partir, mais je vais… Ah non, mais vous êtes obligé de rester? Est-ce que 20h30, ça vous va? Dernier carat, le plus vite possible. Merci, madame. Excusez-moi, j'ai une contrainte d'occupation de locaux. Pardonnez-moi, j'ai perdu du coup le fil de votre question, si vous voulez. Non, c'était sur les facteurs qui, malheureusement… Et je vous disais, la France méconnaît le marché. Deux chiffres. Aujourd'hui, vous avez un tel regain d'innovation,
hein. Ça, c'est une donnée majeure, hein, du paysage. J'aurais dû le dire davantage, mais les startups dont je parlais tout à l'heure sont d'une productivité en matière d'innovation extraordinaire. Et ça, c'est le driver principal, évidemment, du marché. On ne consomme pas des médicaments par plaisir. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez la dynamique du marché en France, elle est de 9%. Donc, le marché pharmaceutique croît. Donc, les besoins de financement croissent de 9% tous les ans. C'est formidable et ça ne va pas s'arrêter. Ça pose évidemment la question du financement. Mais aujourd'hui, les régulateurs du médicament en France ignorent cela et disent, moi, tout ce que je sais financer, ça tient dans une enveloppe qui, en net, hein, une fois payées toutes les remises, tenez-vous bien, n'a pas bougé depuis entre 2009 et 2019. Le montant des médicaments remboursés, une fois tout payé, net, remisé, est le même, le budget est le même en 2019 que celui qui était en 2009. Et entre-temps, la population a vieilli, la démographie s'est amplifiée, on a eu une chronicisation de certaines maladies, notamment du cancer, et on a eu 3 pics d'innovation avec évidemment les nouveaux traitements de l'hépatite C, qui ont représenté un financement très important, les immunothérapies dans le cancer et demain les thérapies géniques. Vous voyez, et on a fait tout ça en France à budget constant. Il arrive un moment où les courbes s'écartent de telle manière que vous ne pouvez pas méconnaître ce qui se passe sur une courbe tendancielle qui exprime le besoin. Voilà le drame de la France. Donc, on a continué à serrer le kiki. Et qui a souffert? Eh bien, comme toujours, et je l'expliquais tout à l'heure, les entreprises qui produisent des médicaments les plus matures, c'est-à-dire les plus vulnérables, ceux pour lesquels le prix de vente est le plus proche du prix de revient. Voilà ce qui s'est passé, qui vous explique en 2 mots les délocalisations. Très bien. Puisqu'il s'agit de délocalisation, parfois même de départ, Francine, est-ce que vous voulez bien poser votre question? Sinon, je le fais à votre place. Mais enfin, Francine Valetou, sur les chercheurs, le départ de nos têtes pensantes aux États-Unis par manque de moyens, qui pourraient effectivement revenir, mais quels seraient selon vous les principaux facteurs pour faire revenir ces talents? C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Regardez les thérapies géniques, je l'ai cité comme emblématique du foisonnement d'innovation et vraiment du côté de transformation. C'est-à-dire qu'on va, avec les thérapies géniques, hein, la proposition, c'est guérir l'hémophilie, rien que ça. Je ne dis pas que c'est une simple perfusion, mais c'est en une seule administration. Vous étiez un hémophile sévère, avec tout ce que ça voulait dire, vous êtes guéri. Je ne dis pas que ce sera dans 100% des cas, mais la proposition thérapeutique est celle-là. Eh bien, figurez-vous que les thérapies géniques, dans la majorité de leurs indications, ont été conçues en France. Necker est une des grandes sources, ont été conçues en France. Donc, nous avons les meilleurs chercheurs du monde, parmi les meilleurs chercheurs du monde, ça ne fait aucun doute. Nous, souvent, bâtissons des embryons de start-up. Derrière, il y a cette volonté de transformer l'innovation en médicaments qui est réellement là et qui est faite souvent par des académiques extrêmement éclairés, extrêmement talentueux. Et nous obtenons les premiers fonds pour le faire. Parce qu'il y a un système public assez développé. Il faut saluer là les efforts de la BPI et les efforts qu'a fait ce gouvernement d'ailleurs pour largement développer les sources de financement. Et puis après intervient la fameuse falaise. Quand il faut passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire, vous savez, 80% des coûts de recherche et développement, de R&D, c'est le D, c'est le développement, 80%. Et quand il vous faut passer au stade du développement, eh bien, il faut vraiment changer d'échelle en termes de financement. Et regarder les capacités de financement de la France par le business equity, soit par des capital risqueurs privés, soit par des capital risqueurs publics avec la BPI. Regardez en termes d'échelle ce que propose la France, qui fait ses meilleurs efforts pourtant, versus ce que proposent les États-Unis. On a un problème d'échelle, on n'y est pas. Et donc, les Français, ils veulent bien rester le plus longtemps possible en France et ils font tous leurs efforts pour ça, mais il y a un moment où ils ne peuvent plus suivre. Et donc là où ils revendent, où ils vont eux-mêmes traverser l'Atlantique avec leurs médicaments, et on a de tas de belles histoires, y compris dans le vaccin de la Covid, qui nous reviennent comme ça en boomerang. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut prendre conscience de cela. Je pense que c'est un sujet important et plus profond qu'il n'y paraît parce qu'il est culturel au fond. Nous n'avons pas la culture de risque dans notre pays. Nous n'avons pas de culture de capital risqueur. Les gens qui ont quelques économies aux États-Unis le mettent dans les entreprises. En France, ils le mettent pas dans les entreprises, ils le mettent dans le PEA, dans que sais-je. Hein. Donc voilà, on n'a pas cette culture-là.
mais il faudrait accepter vraiment de changer d'échelle en matière d'investissement. Très bien. Vous avez parlé donc de la géopolitique du médicament par région, par zone. Alors, comme souvent, et ça revient toujours sur le tapis, quelle position pour le UK qui, en plus, est bien armé sur le plan pharmaceutique avec deux géants mondiaux parmi les principaux géants mondiaux. Je parle de GSK et d'AstraZeneca, bien sûr. AstraZeneca ayant d'ailleurs fait l'actualité ces dernières années. Où est-ce que vous les voyez? Se rattacheront-ils au continent dans cette bataille à 3 régions ou Ce sera intéressant. Pour le moment, évidemment que le Brexit a changé les choses, incontestablement, sur le plan des échanges douaniers, etc. Ça a été un sujet de préoccupation qu'on a suivi de très près. Fondamentalement, si on parle de l'économie du médicament, on a toujours continué à considérer que le médicament anglais était dans le panier de ce qu'on appelle les prix européens. Et voyez-vous, on a un accord cadre en France qui définit les règles de négociation des prix du médicament. Le prix anglais est toujours inclus dans les prix européens. Donc, pour le moment, il n'y a pas de divergence. Le système anglais, système utilitariste, on le sait, beveridgien, a beaucoup apporté dans la réflexion du prix du médicament, notamment en incluant tout ce qu'on appelle la médico-économie, c'est-à-dire les réflexions sur peut-on attribuer un prix à la vie et si c'est cela, peut-on en tirer des conséquences sur la détermination du prix du médicament? Vous voyez, toutes ces approches-là ont été développées par nos amis anglais. C'est une école qui n'a pas fait florès, il faut bien le dire, parce qu'elle a montré sur le territoire anglais ses limites, qui sont des limites éthiques. Si vous dites « je n'accepte pas de rembourser un médicament qui vaut plus de 30 000 livres par QALY, pour ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire par année de vie en bonne santé gagnée », vous avez du mal avec les médicaments qui s'adressent aux fins de vie. Vous avez du mal avec des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Vous avez du mal avec des maladies comme le cancer. Et donc, le système anglais a dû inventer des tas de dérogations. Donc, pour le moment, l'Angleterre ne fait pas modèle. Voilà mon élément de réponse. Mais l'avenir dira si c'est effectivement un modèle qui s'intègre au nôtre ou qui s'en détache. Vous soulignez la qualité de la recherche française, on la souligne souvent. Là, on a eu un acid test, si j'ose dire, avec le vaccin et la politique de lutte contre la pandémie. Pourquoi, de votre point de vue, n'y a-t-il pas eu de champion français? Qu'est-ce qui nous a manqué? Est-ce que c'est une affaire de chance finalement? Est-ce que c'est la grande roue de la fortune qui s'est finalement plutôt axée sur d'autres prestataires ou est-ce qu'il y a un mal français? Bon, en fait, votre question est à la fois complexe et, pardonnez-moi de le dire, parce que je ne veux pas me défausser, elle est extrêmement délicate pour moi, de mon point de vue professionnel. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité d'abord, donc je jetterai la pierre sur évidemment aucun industriel de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a alors des facteurs chance, oui, toujours, vous savez, toujours. Il n'est pas interdit d'avoir en plus de la chance, si on veut réussir. Et donc, ça joue. Mais pas que. Enfin, expliquer cette affaire. Donc, il y a des explications d'ordre systémique. Ça, très certainement. Et il faut pouvoir les analyser. Moi, je pense que quand on regarde ce qui s'est passé sur le plan de la recherche des vaccins de la Covid, c'est intéressant parce qu'au fond, on a deux voies qui ont évolué en parallèle. La voie conventionnelle et la voie innovative, de rupture, l'ARN messager. Et vous avez eu les vaccins conventionnels. Et malheureusement, la France n'a été d'aucune des deux parties. Donc, je dirais que sur le conventionnel, il y a eu des erreurs, il n'y a eu pas de chance. Sur les vaccins disruptifs, il y a probablement eu des rendez-vous manqués, mais on aurait pu avoir la start-up qui a développé des choses en matière d'ARN messager. C'est vrai. Alors, il y a eu une vraie réussite, par contre, en Allemagne. Peut-être je tombe dans les lieux communs
mais on pense souvent au monde anglo-saxon lorsqu'il s'agit de start-up et d'aventures entrepreneuriales. Là, l'Allemagne a démontré son talent. Est-ce que finalement, l'Allemagne est beaucoup plus entrepreneuriale que ce que je pense, en tout cas? Est-ce que là aussi, c'est peut-être un épiphénomène? Qu'est-ce qui vous permet, à contrario, d'expliquer le succès de BioNTech en Allemagne? Je pense que l'histoire de BioNTech, il faudrait regarder de la même manière, enfin je l'ai fait, j'ai plus les éléments très précis en tête, mais de BioNTech de Moderna nous apprend énormément de choses et je crois que tout y est contenu. Si vous prenez l'histoire de BioNTech, à l'origine, c'est évidemment une start-up biotech. Ça rejoint le propos que je tenais tout à l'heure. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'innovation, à n'en pas douter. Mais c'est une start-up biotech qui est constituée par des chercheurs turcs qui sont venus travailler en Allemagne. Ça vous dit tout là aussi de la fertilisation internationale dans ce domaine. Donc définitivement, cette industrie a intérêt à être mondialisée. Hein. Quand je disais relocaliser sans démondialiser, je voulais exactement dire ça. Hein. Donc vous voyez des chercheurs turcs qui bâtissent une biotech en Allemagne qui a failli faire faillite au bout de 2 ans. Parce que pendant des années, cette biotech n'a pas été évidemment rentable, pendant 10 ans exactement. Hein. Elle a rien gagné, pas un fifrenin, elle était même en danger de trésorerie au bout de 2 ans. Et puis finalement, elle a continué. Et elle a cherché dans un domaine qui n'est pas du tout celui dans lequel elle a réussi, qui est celui de l'ARN messager évidemment, mais qui n'était pas fait pour faire des vaccins au départ. C'était intéressant, c'était lutter contre le cancer, etc. Donc c'était le domaine de l'immunologie, de l'immunothérapie d'une manière générale qui l'intéressait. Donc vous voyez, il y a cette volonté de créer de l'innovation de rupture en cross-fertilisant, en utilisant tous les cerveaux, en étant capable, économiquement parlant, financièrement parlant, de passer tous les gaps. Et ça dure des années. On ne voit que la réussite, mais pendant des années, ils sont quand même sur la corde raide et ils ne s'enrichissent pas. Et puis à un moment donné, la rencontre d'une circonstance qui vous permet de répondre. Et là, ce qui est très beau dans cette histoire, de mon point de vue, et qui est à raconter comme un succès, c'est justement, et on décrit souvent cette difficulté, c'est la jonction très positive du secteur privé et du secteur public. Et c'est vrai aussi sur l'affaire Moderna aux États-Unis. Alors, au fond, quand vous regardez l'histoire de ces startups, elles ont été pendant 10 ans financées par des fonds quasiment exclusivement privés. Et il faut le dire, les capital risqueurs, ils ont été privés. Il y a eu du côté des États-Unis pour Moderna un peu de la DARPA, donc de fonds publics américains. Ils sont très forts, les Américains, pour ça, et c'est très bien. Mais en Allemagne, très peu de fonds publics par rapport au capital qui a été investi de manière privée. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu des interventions publiques, mais vous remarquerez que BioNTech a choisi de ne pas être aidé par le fonds public qu'avait mis en œuvre Donald Trump, en disant, nous, on préfère s'allier à un autre acteur privé, Pfizer, et toute la manne qui a été extraordinairement importante, nécessaire à finir le développement et surtout à se mettre en capacité d'industrialiser dès la fin des phases de développement, ce qui est très inhabituel pour l'industrie pharma. Vous faites d'abord les essais, puis quand vous avez réussi, vous dites maintenant, on va monter la production industrielle. Là, on a parallélisé les deux, et c'était le mérite de l'opération Warp Speed qui a été montée par Donald Trump de dire, ben moi, je vais mettre de l'argent public pour vous permettre de finir rapidement votre développement et de paralléliser vos capacités de production. Donc, bravo. Mais même à ça, BioNTech a dit non, non, moi, mes fonds, je ne les obtiendrai pas de vous, je les obtiendrai de Pfizer. Donc voilà, deux belles histoires, alors que Moderna a dit oui, je prends. Hein. Donc deux belles histoires très intéressantes à étudier. Peut-être une dernière question, puisque vous devez… oui, je crois là qu'il faut que dans une minute ou deux, je parte. Une question d'Angela. Angela, est-ce que tu veux poser ta question ? Avec plaisir. Merci Frédéric et merci beaucoup Eric pour la présentation. Je vais faire vite. Pour rebondir sur le dernier sujet que tu viens d'évoquer, Moderna poursuit actuellement Pfizer et BioNTech pour violation de brevets. Quelle est ta vision sur cette action? Est-ce que c'est aider en action humaine en temps d'urgence et de crise et puis après revenir sur la valeur financière après? Quelle est la suite de ta vision sur cette histoire? Alors, Frédéric m'avait autorisé un joker dans mes réponses. Je vais évidemment très lâchement le sortir maintenant sur la dernière question, ça me désole, mais non, pas tout à fait quand même. Ce qui me désole réellement, c'est de voir que ces mauvais débats sur les brevets, je disais vraiment avec force conviction tout à l'heure à quel point je pense que ce n'est pas le sujet.
eh bien, nous sommes, nous, industrie pharmaceutique, capables de les transposer en notre propre sein. Donc, je suis navré de cette histoire. Je ne peux évidemment pas la commenter, et vous comprendrez pourquoi, mais j'en suis évidemment navré, d'abord pour le fait qu'elle appelle l'attention sur un sujet qui n'est pas le sujet. Et moi, je suis intervenu beaucoup devant des tas de médias pour expliquer, face à l'argument tellement facile de dire il faut mettre fin ou revisiter la propriété intellectuelle pour permettre justement de répondre à la demande universelle, ça n'était pas le sujet. Et là, malheureusement, nous transposons ce débat par nous-mêmes dans notre propre sein. Je ne peux que le regretter. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, Eric, mille merci. Vous avez de très nombreux compliments et remerciements de la part de l'audience qui était relativement conséquente. Merci d'avoir attiré notre attention sur une problématique passionnante et qui finalement peut être aussi une problématique que l'on peut appliquer à d'autres secteurs et d'autres environnements, mais avec évidemment ses spécificités et ses particularismes. En tout cas, moi, je vous remercie, Frédéric, de votre écoute et tout l'auditoire de votre écoute, de votre attention et de votre bienveillance. Merci beaucoup. merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt, Eric. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci d'avoir été extrêmement nombreux, mais je pense que, comme on le dit, Eric le valait bien. Et puis, à très vite pour d'autres conférences que j'espère tout aussi intéressantes que celle de ce soir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.